Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 30 juin pour la dernière matinale de ce mois de juin. Une nouvelle demi-heure à vous accompagner pour 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement comme chaque matin sur TV Vendée. Un numéro de téléphone à connaître de votre côté si vous souhaitez participer à cette matinale et interagir avec nous. Le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques minutes, à nous informer également du temps qu'il fait du côté de chez vous. Et voici justement la carte météo de votre mardi 30 juin qui s'affiche à l'écran. Et c'est un ciel voilé qui vous accueille en cette première partie de journée, dans ce mardi matin. Des températures qui restent assez fraîches, comptez en moyenne 16 degrés en cette première partie de journée, d'ouest en est ce matin en Vendée avec un léger vent de nord-est de 15 km/h. Et puis cet après-midi, le ciel reste légèrement voilé, mais les nuages élevés ont tendance à s'amincir au fur de l'après-midi. Et vous le voyez, les températures, elles, vont grimper, 26 degrés en moyenne sur le littoral vendéen cet après-midi et jusqu'à 31 degrés pour les terres. Et retournons sur le littoral pour jeter un coup d'œil aux horaires des marées du jour et aux coefficients de ces dernières. Les coefficients en ce dernier jour du mois de juin, les voici, 69 et 70, que vous soyez dans le sud Vendée du côté de la Tranche-sur-Mer ou bien dans le nord du département à Beauvoir et sur le passage du Gois. Une basse mer qui a lieu aujourd'hui à midi et midi 21, que ce soit dans le sud Vendée ou bien dans le nord du département. Voici donc pour les informations concernant le littoral vendéen. Chaque matin, nous vous posons une question en lien avec votre quotidien, en lien avec l'actualité de la Vendée ou l'actualité nationale. La question du jour, la voici. Quelle mission de service civique trouveriez-vous passionnante? Et oui, le service civique qui est en place dans notre département depuis plusieurs années, un dispositif qui est né il y a maintenant 16 ans. Un reportage dans quelques instants sera dédié d'ailleurs à cette thématique. Alors en ce qui vous concerne, y a-t-il un métier que vous souhaiteriez découvrir via ce dispositif du service civique? N'hésitez pas à nous le dire, soit comme chaque matin sur la page Facebook de TV Vendée sous la question de la matinale ou bien directement via le WhatsApp de la matinale. Allez, il est l'heure de passer à votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Après l'élection des maires au printemps dernier, l'année 2026 sera le théâtre d'un second scrutin au mois de septembre prochain, bien moins concernant pour les citoyens car ceux derniers ne sont pas appelés à voter directement pour leurs futurs sénateurs et sénatrices. Et pourtant, ces hommes et ces femmes qui siégeront au Palais du Luxembourg représenteront bien leur territoire à l'échelle nationale. En Vendée, parmi les sénateurs sortants, Didier Mandelli a annoncé ne pas se représenter. Alors qui se lance dans la course sénatoriale et comment fonctionne exactement ce scrutin? Réponse avec Simon Philippot. Comme les députés, les sénateurs examinent et votent les lois. Ils ont aussi pour mission de contrôler l'action du gouvernement. Mais il existe deux grandes différences avec les députés. D'abord, les sénateurs ne peuvent pas renverser le gouvernement par le vote d'une motion de censure. Et puis ensuite, ils ne sont pas élus directement par les citoyens. Les sénateurs sont en fait élus au suffrage universel indirect. Ils représentent en fait les collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les départements et les régions. Ce sont donc des grands électeurs qui votent pour eux. En Vendée, ces grands électeurs sont au nombre de 1860. On retrouve là les maires, les conseillers municipaux, départementaux et régionaux, mais également les députés et les sénateurs eux-mêmes. La grande majorité de ces grands électeurs vendéens sont en fait des élus municipaux. Le prochain scrutin aura donc lieu le 27 septembre prochain et le vote est obligatoire pour l'ensemble des grands électeurs. Dans le département, il y a 3 sièges qui sont donc à pourvoir. L'élection se fera au scrutin proportionnel. Concrètement, les candidats se présentent donc sur des listes et le nombre de sièges est ensuite réparti en fonction des résultats de ces différentes listes. Concernant les candidatures, les listes devront être déposées officiellement en préfecture d'ici le 11 septembre prochain. Pour l'instant, seule la liste Union pour la Vendée a été officiellement présentée. Elle est conduite par le sénateur sortant
Bruno Retailleau. À ses côtés, on retrouve la sénatrice sortante Annick Billon et le maire de Talmont-Saint-Hilaire, Maxence de Rugy. À gauche, une liste d'union est en préparation autour de Stéphane Ibarra, conseiller régional. Elle pourrait donc rassembler le Parti socialiste, les écologistes, Place publique et le Parti communiste. Enfin, le Rassemblement national prépare également une liste. Elle sera emmenée par Olivier Dalmasso, le maire de Saint-Vincent-sur-Jard. C'est un dispositif qui a déjà permis à de nombreux jeunes de s'insérer dans la vie active. Les missions de service civique sont en place depuis 2014 à La Roche-sur-Yon et cette année encore, plusieurs jeunes garçons et jeunes filles de 17 à 22 ans ont œuvré dans les domaines de la culture, de l'éducation ou encore du médico-social. Des missions de 8 mois qui permettent aux jeunes volontaires de renforcer leur connaissance du monde professionnel. Des engagements qu'a souhaité remercier la ville de La Roche-sur-Yon à l'occasion d'une cérémonie. Je dirais sortir de sa zone de confort, découvrir un métier qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir découvrir et voilà, créer des liens et voir aussi l'intergénérationnel, c'est assez important. Que nous, en tant que jeunes et eux, en tant que personnes âgées, c'est bien. Voilà, c'est ça, créer des liens mais aussi s'adapter au langage qu'on pourrait avoir avec les résidents de l'EHPAD, un langage autre que celui qu'on a avec nos copains à l'extérieur du travail et découvrir autre chose. L'idée, c'est vraiment de valoriser cet engagement-là et puis d'avoir un échange avec à la fois les volontaires et les élus, de fêter leur participation aussi à cet engagement-là et de le poursuivre en ayant un engagement à la fois de la ville à poursuivre le soutien de ces jeunes-là, parce qu'on ne les laisse pas non plus à la fin de leur mission comme ça. On les accompagne durant ces 8 mois et de leur dire que voilà, cette expérience-là, tu l'as vécue dans notre collectivité, mais on ne te lâche pas et puis on t'accompagnera encore à la suite, quoi. Restons au cœur de la ville-préfecture et direction le lycée Jean Delattre de Tassigny pour le lancement d'un chantier de grande envergure pour l'établissement, construit en 1990. Dans moins de 2 ans devrait donc être livrée une future maison des lycéens ainsi qu'un nouveau centre de connaissances et de culture. Des bâtiments qui bénéficieront de matériaux biosourcés, favorisant également une meilleure isolation. Un chantier de haute performance énergétique et environnementale en prévision. On va ici construire avec de la paille, donc du produit local, du produit made in Vendée. On va construire évidemment en utilisant du bois et la région est régulièrement distinguée en ce moment parce que beaucoup de bâtiments vont avoir recours à l'ossature bois et forcément on recherche aussi des performances énergétiques pour qu'il fasse bien chaud l'hiver mais qu'il puisse aussi faire plutôt frais l'été, puisqu'on l'a vécu il y a quelques jours encore, des temps de grosse chaleur au lycée, c'est pas forcément agréable à vivre. C'est pour ça qu'il nous faut des bâtiments nouveaux. Il y a 2 projets dans ce projet, puisqu'il y a la CCC, le Centre de culture et des connaissances, et la MDL qui est la maison des lycéens. On aime mettre de la poésie, on aime essayer de raconter une histoire. Ce qui était important pour nous, d'essayer justement de s'inscrire dans une tendance et puis moi, en tant que fils d'agriculteur, je trouvais ça intéressant d'utiliser de la paille, ce matériau et tout ça. Donc de plus en plus dans nos projets, on essaye de faire ça. C'est un rendez-vous devenu incontournable au mois de juin au sein du centre de soins médicaux et de réadaptation Les Clousies à Saint-Jean-de-Mont. Les Clousinades faisaient donc leur grand retour pour une 4e édition, un événement de sport adapté dans lequel 4 équipes mélangeant patients et soignants s'affrontent autour de plusieurs disciplines, course de fauteuil, boccia ou encore basket et fléchettes adaptées. Ces 2 après-midi de cohésion permettent avant tout de renforcer les liens entre patients et soignants tout en contribuant par ailleurs à la rééducation. Reportage Lali Bordron. Cris d'encouragement, rire et esprit d'équipe, au centre Le Clousie de Saint-Jean-de-Mont, patients et soignants ont troqué leur rôle habituel pour enfiler le même maillot à l'occasion des Clousinades. L'idée, c'est de se dire, voilà, on se côtoie tous les jours, le personnel, les patients, autour de choses qui ne sont pas forcément graves. Les gens qui sont là ont tous eu un problème dans leur parcours de vie. Et l'idée, c'est de se dire, on va passer un moment agréable où on va montrer à tout le monde qu'on peut faire partie d'une même équipe, quelles que soient nos capacités physiques, quel que soit notre handicap. Et l'idée, c'est de montrer à chacun qu'il existe des sports adaptés qui peuvent être continués, et donc commencer ici et continuer après à la sortie du centre. Durant 2 après-midi, l'important n'est pas tant la performance, mais plutôt la cohésion entre chaque participant.
Un moment de partage qui contribue également au parcours de rééducation des patients. Ça nous aide pour notre rééducation. Et c'est quand même plus sympa de faire des olympiades comme ça que d'être enfermé à faire notre kinésithérapie à l'intérieur, quoi, en fait. Et puis c'est comme une famille, en fait. On se comprend surtout et puis on s'aide surtout. Donc c'est une bonne thérapie pour nous, quoi. Mais les patients ne sont pas les seuls à tirer profit de ces rencontres. Pour les soignants aussi, les clousinades sont l'occasion de partager un moment différent avec eux. Oui, on redécouvre souvent les patients. On voit aussi des gens qui s'enthousiasment, qui ne sont pas toujours enthousiastes à d'autres moments de la rééducation. On voit des gens qui peuvent être compétiteurs alors qu'ils nous l'avaient caché. Ou quelquefois, ils ont des capacités à s'adapter qui sont parfois insoupçonnées. Une parenthèse où le sport devient surtout un prétexte pour se rencontrer, échanger et partager autrement. Zoom sur un anniversaire désormais, celui de l'île aux artisans à Sallertaine, commune labellisée ville et métier d'art. Le collectif de créateurs célèbre cette année ses 40 ans d'existence et vient ce week-end de lancer officiellement sa nouvelle saison estivale. Une inauguration organisée sous les halles de la commune qui marque donc le coup d'envoi d'une programmation riche, portée notamment par les soirées phares d'Unisson et de la Nuit du Feu. L'association, c'est une communauté où on partage, on crée des œuvres à plusieurs, on partage nos idées, on partage nos journées, notre temps sur l'été, parce qu'on est là 7 jours sur 7 en juillet-août. Donc c'est un rythme assez soutenu, mais avec la communauté et des autres artisans, c'est un peu plus facile à vivre. On n'est pas chacun dans son coin. C'est vraiment une force d'être ensemble et de créer des événements ensemble. Ça en rapporte encore plus parce qu'on a nos soirées qui attire beaucoup de monde et qui a maintenant une certaine notoriété en Vendée. Oui, ça va dans le sens où je voulais, c'est-à-dire c'est la qualité, la recherche de la qualité des artisans qui font l'animation du village, quoi, et l'animation de toute la région. Ce sont eux qui attirent finalement. Le reste, c'est-à-dire l'environnement, le village lui-même, son histoire et tout ça, ça fait partie des choses qu'on découvre après avoir découvert les artisans. À mon avis, c'est les artisans qui sont la pierre d'achoppement pour attirer les touristes. Et Luc André, ancien président de l'île aux artisans, était l'invité de la matinale de ce mardi 30 juin sur TV Vendée. Vous retrouvez donc bien évidemment notre échange avec ce dernier sur notre site tvvendée.fr dès aujourd'hui, ainsi que sur notre antenne. Et on termine ce journal du côté de Roche-Chervière, où souffle un vent de renouveau sur le château de la Touche d'Amour, qui s'apprête à rouvrir ses portes après d'importants travaux. Incendié en 2019, le lieu a été racheté l'an passé par un jeune couple de passionnés qui compte donner une seconde vie au château. Les premiers espaces rénovés ont d'ailleurs été révélés lors d'une inauguration privée réunissant acteurs locaux, associations de sauvegarde du patrimoine et élus de la commune. L'ambition à terme pour Océane et Yann, faire de ce lieu un incontournable pour l'accueil d'événements populaires. En arrivant, on était très ambitieux. On pensait qu'en 2 ans, on allait pouvoir tout finir. Force est de constater qu'on était peut-être un petit peu naïf et que c'était très clairement impossible. Être châtelain, moi je me considère pas comme châtelain, je me considère plus comme gardien d'un château. L'objectif, c'est de le garder dans un état le plus parfait possible, tout en gardant son aspect historique. L'objectif, c'est pas d'en faire un appartement témoin, bien au contraire, c'est vraiment de le garder chaleureux avec la part de son histoire. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on a fait tout ce travail avec Pauline Retailleau pour conserver, on va dire, l'essence même du château. En fait, la volonté, nous, c'était vraiment de ne pas avoir un château qui est endormi. C'est vraiment un château qui parle à tout le monde. Il est très connu dans la ville de Roche-Chervière, donc c'est qu'il soit vraiment représenté et que les gens puissent venir et connaissance de ce qui se passe à l'intérieur et qu'il y ait beaucoup d'événements qui soient organisés ici. Une grosse partie, ça va être une fonction de mariage pour de l'événementiel, aussi un peu de séminaire et après des événements comme on a pu l'avoir par exemple pour un match de la Coupe du Monde où c'est des événements de type guinguette qui vont être là une partie de l'année ou une grosse partie de l'année. Et c'était le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Je vous propose de jeter un rapide coup d'œil à la carte météo de votre mardi 30 juin avec un ciel voilé en cette première partie de journée, des températures assez fraîches, comptez 16 degrés en moyenne aux 4 coins de la Vendée pour cette première partie de journée. Et cet après-midi, le ciel restera légèrement voilé, mais les nuages élevés vont s'amincir au fil de l'après-midi. Les températures atteindront jusqu'à 31 degrés en moyenne pour l'est
l'ouest de la Vendée. Je vous propose de passer sans plus attendre désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mardi à l'aménagement de l'espace naturel sensible de Douai-les-Fontaines dans le sud Vendée. On est sur un espace naturel sensible du département de l'ordre de 73 hectares qui abrite des espèces assez exceptionnelles, que ce soit les oiseaux, les insectes, présence de loutres du point de vue des mammifères, et puis sur le plan de la flore, c'est exactement la même chose. Donc un espace naturel sensible départemental, il est toujours ouvert au public, c'est une obligation légale, mais il faut concilier à la fois la protection des espèces, la protection des espaces et puis l'accueil du grand public. Donc il y a des sentiers effectivement qui jalonnent le parcours, mais il y a des espaces sur lesquels effectivement il n'y a pas de pénétration possible de l'homme, qui sont laissés en libre évolution. Vous avez au total un peu plus de 6 km de sentiers qui parcourent ce site, qui relient les deux anciennes communes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc vous avez également des passerelles qui ont été installées parce qu'il faut franchir des fossés, il faut franchir des cours d'eau. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un parcours qui soit complètement sécurisé et en pleine nature dans un environnement qui est vraiment exceptionnel. L'objectif d'un espace naturel sensible, c'est aussi de sensibiliser le public à la beauté de l'environnement, à la fragilité de l'environnement. Et nous avons installé des panneaux pédagogiques pour expliquer ce qu'est le site, ce qu'il abrite, ses fragilités, et puis également ce que nous avons opéré comme intervention, comme travaux de requalification paysagère et de requalification écologique. C'est un projet de plus de 30 ans, où je tiens à saluer en tout cas la pugnacité de Marie-Jo Chadevert, ancienne conseillère départementale, ancienne maire de Fontaine, qui a été visionnaire à l'époque de vouloir relier ces deux communes, Douai et Fontaine, par les passerelles. Aujourd'hui, c'est chose faite, Douai-les-Fontaines, et je suis très fier en tant que maire d'avoir ce chemin, qui est une vraie porte d'entrée du Marais Poitevin. Et puis aussi un peu de chauvinisme dans notre beau territoire de Fontenay-Vendée. On a la chance d'avoir ce circuit qui est accessible depuis les pistes vélo qui ont été mises en place dans le cadre du schéma vélo. Donc c'est un vrai plus en fait. Les Douai fontenois et Douai fontenoises, c'est leur poumon d'oxygène. Le dimanche, ils évacuent la pression de la semaine. On est dans un territoire rural, on a la chance d'avoir des écoles à proximité. Enfin, c'est un vrai bonheur dans une commune d'avoir cette culture du Marais. Et vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info de cette matinale sur notre site tvvendée.fr. Place désormais à la chronique du jour. Et au programme de ce mardi, une nouvelle chronique santé. Et en ce début d'été, la docteure Sybille Quentin-Georget vous donne quelques conseils pour éviter la noyade. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mécanisme de noyade, c'est un processus qui dure de 10 à 15 minutes. Et à chaque étape du processus de noyade, on peut intervenir et stopper le phénomène. Pour ça, c'est la mise en jeu de ce qu'on appelle la chaîne de survie de la noyade, qui comporte plusieurs étapes. La première étape essentielle, c'est la prévention. Alors, la prévention pour les enfants, première chose, c'est au maximum de se baigner en même temps que l'enfant et d'avoir toujours un adulte référent par enfant qui le surveille, en évitant de faire une autre activité, et notamment de rester sur son livre ou sur son portable, puisqu'il y a de plus en plus d'accidents liés à un défaut de surveillance et lorsque les adultes sont sur leur téléphone portable. Il faut aussi profiter de toutes les campagnes de prévention pour les enfants et au maximum leur apprendre à nager en plusieurs étapes, les bébés nageurs, les anses aquatiques et puis ensuite les cours de natation. Et on peut également les équiper avec des systèmes adaptés, que ce soit des brassards, des bouées ou également des t-shirts qui se vendent dans le commerce et qui peuvent prévenir les risques de noyade en cas de chute. Ce
qu'il faut bien comprendre, c'est que la noyade, c'est un phénomène silencieux. La personne qui est en train de se noyer ne peut pas parler, d'une part parce que les voies aériennes sont obstruées, et puis d'autre part parce que survient rapidement un phénomène de confusion. Donc une personne ne peut pas alerter qu'elle est en train de se noyer. Ce qui fait que ça dépend de l'entourage et de la surveillance de l'entourage de pouvoir l'aider correctement. Alors comment on peut repérer qu'une personne se noie ? C'est quelqu'un qui est dans l'eau, en position debout, qui ne fait aucun mouvement pour essayer de se dégager, qui a la tête légèrement penchée en arrière, la bouche ouverte en général, et les cheveux qui sont sur le visage sans aucun mouvement pour essayer de les dégager. Et aperçu de loin, c'est un corps qui fait ce qu'on appelle un phénomène de bouchon, donc qui plonge dans l'eau puis qui ressort sans mouvement adapté à la situation. Donc lorsque vous percevez une personne comme ça, il faut immédiatement alerter et se rendre auprès de la personne pour savoir si elle est consciente ou inconsciente. Si la personne est consciente, au maximum, il faut lui envoyer un moyen de flottabilité, qui peut être une bouée, une frite, et connaître les numéros de secours. En cas de noyade, on va appeler les pompiers au 18 ou en 112, ou si on est en mer, c'est le 196 ou le canal 16. Voilà. La première des choses à faire, c'est l'extraire. Lorsqu'on est à l'extérieur de l'eau, deux cas de figure, soit la personne est consciente, dans ces cas-là, il faut l'asseoir et la couvrir. Si la personne est inconsciente et qu'elle respire, on la met sur le côté pour éviter qu'elle vomisse et également la couvrir. Si la personne est inconsciente et qu'apparemment elle ne respire pas, à ce moment-là, on entame des manœuvres de réanimation cardio-respiratoire. L'urgence étant de ventiler la patiente, c'est-à-dire de lui apporter de l'oxygène, puisque la noyade est un arrêt cardio-respiratoire d'un organisme qui est privé d'oxygène. Donc la manœuvre de réanimation, c'est d'abord 5 insufflations, voir si la personne reprend spontanément une respiration. Et si elle ne reprend pas, on entame un massage cardio-respiratoire jusqu'à l'arrivée des secours. Et vous retrouvez l'ensemble des chroniques santé de cette saison de la matinale sur notre site tvvendée.fr, bien évidemment. Il est l'heure de passer à votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée. Aujourd'hui, l'extrait du jour est consacré à l'émission Effervescence, présentée par Catel Lejeune. Au programme de ce nouveau numéro, un entretien avec Thomas Mindron, le directeur du Festival de Poupées, qui revient sur la programmation de cette nouvelle édition. On est là à quelques jours maintenant du festival qui démarre le 30 juin. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça va à quelques jours de l'événement? Ça va très très bien. Et d'ailleurs, c'est la 40e édition. J'ai dit oui, mais en fait, c'est la 40e. Et l'année prochaine, c'est les 40 ans. Ah, voilà, c'est ça. Et donc, ça va bien parce que aujourd'hui, il fait beau. Et ça nous donne le sourire parce que dans la dernière ligne droite, il reste 15 jours de préparation. Et donc, ça nous donne de la motivation, vraiment. Donc, tout va bien. Et surtout, les gens sont déjà au rendez-vous puisqu'ils sont déjà plus de 130 000 attendus. Ce qui fait déjà de cette édition une réussite en termes de jauge. Et ça veut dire qu'on est attendu au virage, voilà. Alors, 3 semaines et demie de concert, hein, ça commence le 30 juin cette année et ça commence par du théâtre. Alors ça, c'est une nouveauté. C'est une grande nouveauté. Voilà, on aime bien surprendre, sortir des sentiers battus. On a fait ici, par exemple, le Lac des Cygnes. Donc, il y a eu des ballets. On a imaginé des opéras, des comédies musicales aussi. Peut-être que tout finira par venir. En tout cas, c'est le théâtre de verdure. On le voit, une espèce de pente naturelle dans lequel ça se rapproche finalement d'une salle, mais d'extérieur. Et donc, ça s'y prête. Maintenant, il fallait trouver le bon projet. Ouais. Et on l'a trouvé avec Tout va très bien, avec Arthur Jugnot, Laurent Renac, et aussi à l'intérieur de cette distribution, une Malouine qui s'appelle Zoé Bidot, donc qui est vraiment du village du dessus, qui avait fait carrière un peu dans cette comédie, et qui est bénévole à ses heures perdues. Donc en fait, il y a toute une histoire. Et là, on a dit, voilà, les planètes sont enfin alignées pour ça, et on a lancé le pari et c'est une vraie réussite puisqu'on y est. Donc cette année, encore un très beau programme musical, une belle programmation. On en a vraiment pour tous les goûts. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques noms pour ceux qui ne connaissent pas encore cette prog? Alors elle est très éclectique cette programmation. En tout cas, l'idée c'est d'en avoir pour tous les publics et que chacun trouve un peu chaussure à son pied. Donc on a évidemment les grands noms de la chanson populaire avec Christophe Maé, Julien Doré, Vanessa Paradis, les nouvelles sensations de la scène française aussi. Je pense à
a Gaël Faye, il y a Feu Chatterton, Bertrand Belin, et j'en passe. On a du rock, beaucoup de rock cette année, avec des internationaux comme ZZ Top. Ouais, ça, les c'est légendes. énorme. Mais oui, on est trop contents parce qu'on arrive chaque année sur le fil à sortir encore des noms comme ça. Prouesses. Voilà, comme il y a pu y avoir des Scorpions, des Deep Purple, Ouais. des Sting, Lenny Kravitz ici. Enfin, en citant ces noms-là, c'est de la folie, puisque on rappelle qu'on n'est que 1500 habitants, Ouais. 1000 bénévoles, et c'est des stars mondiales. Ouais. Et vous retrouvez ce nouveau numéro d'Effervescence dès aujourd'hui sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale. Il est l'heure du café cuisine et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale. TV Vendée vous offre le guide du petit futé spécial Vendée pour préparer vos vacances. Et cette question, quelles communes vendéennes ont annoncé organiser les 2 prochains marathons de Vendée en 2027 et 2028? L'indice du jour, le voici. L'une des 2 communes se situe sur le littoral et l'autre dans le Haut-Bocage vendéen. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there